Salut Brian, comment tu vas? Salut Chris, en forme. Alors, on est là pour parler du main event de l'UFC de ce week-end et pas que. On est tous les deux intéressés par pas mal de combats qui ne sont pas dans le main event, tout simplement. Et c'est assez marrant, hein. À l'UFC, de temps en temps, tu as des fight nights avec juste un gros main event et puis plus rien derrière. Et puis tu as des fight nights comme celui-ci où je trouve que le main event n'est pas oufissime. Après, pour les Américains, ça reste des poids lourds. Mais tu as le reste de la carte qui est assez bien construit et donc ça rend la carte assez intéressante et attractive. Tu es aligné avec ça aussi. Ouais, ouais, je trouve la carte vraiment très très sympathique. Et il y a beaucoup de combats qui m'intéressent. Ouais, cependant, on va quand même commencer par le main event. Donc, les amis, comme toujours, en termes de structure de podcast, je vais d'abord décrire statistiquement, en termes de palmarès, les deux athlètes. Ensuite, on va émettre les cotes de paris et définir si on est d'accord selon nos pronostats. On va faire les forces et faiblesses de chacun, les game plans qu'on aimerait voir. Ensuite, les pronostics et les préférences. Et après ça, on passera au travers du reste de la carte avec en particulier les combats qui nous intéressent le plus à Brian et à moi. Donc, Brian, sur Twitter, tu m'as un peu chauffé là, tu as dit que j'étais mauvais en clickbait. Je suis assez d'accord. Alors, Jailton Almeida, est-ce que c'est le Khamzat Chimaev des poids lourds Ah, ou c'est la version grappling de Sergei Pavlovich? Qu'est-ce qui va vendre le plus? d'office, Shimaev. Shimaev. Il faut mettre Chimaev dans le titre. Ouais. Mais, co- Ok, donc, ouais. mais concernant le clickbait, ouais, mais le problème c'est que si tu fais trop de clickbait et tout, après tu cliques plus dessus parce que tu veux pas te faire piéger, tu vois. Ouais. Après, voilà, moi j'ai toujours cette Non. logique de c'est pas grave de faire un clickbait si le contenu derrière est de qualité, Ouais, tu as instruit les raison. gens, divertit les gens et tout ce qui s'ensuit. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a un clickbait avec un titre racoleur et qu'après tu vas derrière et t'apprends rien, tu perds juste du temps. Ah, c'est Euh, clair. bon, il faudra que je m'y mette. Jailton Almeida, 31 ans, 1m91, 1m91. Je le note parce que ça me paraît important. J'y reviendrai plus tard. Mhm. En professionnel, 20 combats, 18 victoires pour 2 défaites. Ce sera son cinquième combat officiel à l'UFC puisqu'il est passé par le Dana White Tuesday Contender Series. Il a donc 4 victoires, 0 défaites à l'UFC. Sur ces 18 victoires, aucune à la décision. 7 par KO, plutôt grand and pound, c'est pas des KO spécialement debout, et 11 par soumission. Comme d'habitude, je passe au travers des 5 derniers combats de chaque côté. Donc du côté de Almeida, son cinquième dernier combat, c'était sa qualification à l'UFC en passant par le Dana White Contender Series. C'était en light heavyweight, donc chez les moins de 93 kilos, contre Nassourdinov. Il gagne par soumission étranglement arrière dans le deuxième round. Il fait ses débuts à l'UFC contre Marquez, encore en light heavyweight. Il gagne par ground and pound dans le premier round. Ensuite, il passe chez les poids lourds, mais il se pèse à 101 kilos, très léger pour un poids lourd. Il emporte quand même face à un vrai poids lourd en Parker Porter par soumission dans le premier round, de nouveau en étranglement arrière. Ensuite, il a un combat en catchweight à 220 lbs, à peu près 102, 103 kilos. Il se pèse à 98, donc il est encore en dessous de la pesée du catchweight. C'est contre Turkalj. Il gagne par étranglement arrière de nouveau dans le premier round. Et son dernier combat, c'était en poids lourd contre Shamil Abdouragimov. Il gagne par TKO dans le deuxième round et il a été pesé à 105 kilos, donc de nouveau face à un vrai 120 kilos. Du côté de Jairzinho Rosenstruik, c'est pas facile à prononcer parce que tu dois prendre l'accent portugais, brésilien, latino sur Jairzinho et puis tu dois passer en Equated Knee en néerlandais, Rosenstruik. Pas facile, mais j'y suis arrivé. 35 ans, 1m88, 13 victoires, 4 défaites en professionnel. Toutes ces défaites, c'était à l'UFC parce qu'il a signé quand il était seulement à 4-0. Il a donc 7 victoires, 4 défaites à l'UFC. 12 victoires par KO, une par décision. Et j'ai noté, sur ces 4 défaites, il s'est jamais fait soumettre. Ses 5 derniers combats, pas terribles. 2 victoires, 3 défaites. Son cinquième dernier, c'était contre Cyril Gane. Il perd à la décision unanime. Ensuite, il se rattrape contre Augusto Sakai en le battant par KO dans le premier round. Ensuite, 2 défaites d'affilée. Curtis Blades à la décision unanime. Alexander Volkov par TKO dans le premier round. Et puis, il se rattrape en 23 secondes contre Chris Daukaus dans le premier round. En général, il est pesé entre 116 et 118 kilos. Donc ça, c'est évidemment à noter. Pourquoi j'avais notifié les tailles, ce que je ne fais pas toujours, parce que j'avais l'impression que Jailton Almeida était très grand
Et en fait, là, quand j'ai vu qu'il faisait que 1m91, et je dis que parce qu'on est chez les poids lourds, c'est pas si grand que ça. Et là, face à Jairzinho, il paraîtra pas spectaculairement grand comparé à d'autres combats qu'il a pu avoir par le passé. Alors, si tu veux bien, je continue parce qu'il y a d'autres stats qui sont très, très intéressantes. Les takedowns de Jailton Almeida, c'est 6,73 par minute avec 70% de réussite. Les soumissions, il en essaye 2,2 toutes les 15 minutes. À titre de comparaison, Demian Maia et Gunnar Nelson, c'est 1. Donc, il a plus du double de tentatives de soumission offensive. Khamzat Chimaev, par contre, il est à 3,5. Donc, on n'est pas à un rythme aussi élevé que Khamzat dans la recherche des soumissions. En termes de debout, on l'a pas vu beaucoup debout, donc les stats sont assez marrantes. Il encaisse 0,34 frappes par minute. C'est du jamais vu, mais bon, ça s'explique parce que tous ces combats vont très rapidement au sol. Et son striking defense, c'est genre 10%. C'est très très bas, mais encore une fois, l'échantillon est tellement faible qu'on peut pas vraiment en tirer quoi que ce soit. À titre de comparaison, Islam Makhachev, qui a déjà beaucoup plus de combats à l'UFC, encaisse une frappe .27 à la minute. Évidemment, là, j'ai noté sur ces 4 combats, il a encaissé que 2 frappes significatives. D'où la comparaison que les gens aiment bien faire avec Khamzat. Du côté de Jairzinho, j'ai pris d'autres statistiques qui étaient intéressantes. Sa takedown defense, c'est à 75%. À titre de comparaison, Cyril Gane est à 45%. Volkov est à 73%. Donc, takedown defense plutôt bonne, surtout qu'il a déjà combattu contre Curtis Blades, que Cyril Gane a tenté pas mal d'amener au sol contre lui et que Alistair Overeem aussi était plutôt proactif dans la recherche d'amener au sol. En termes de pieds-points, par contre, là, ça m'a, je vais pas dire surpris, mais c'est très intéressant de le notifier. Il touche son adversaire 2,93 fois par minute. C'est pas énorme, ça fait 46% avec 46% de précision. Et il se fait toucher 3,23 fois à la minute avec un striking defense de 45%, ce qui est très faible. Donc, il se fait toucher plus que ce qu'il ne touche ses adversaires. Sa logique de combat, on y reviendra plus tard, c'est tant que je touche plus fort, je suis content parce que je considère que je gagne l'échange. À titre de comparaison, tout de même, Cyril Gane, il touche ses adversaires 5,09 fois à la minute avec 59% de précision. C'est quand même 13% de précision de plus. C'est plutôt pas mal. Et il se fait toucher que 2,25 fois avec 62% de striking defense. Pour Volkov, pour un autre personnage, 4,89 frappes qui touchent à la minute, ça fait 57% de précision. Et il se fait toucher pile poil 3 fois à l'échange avec un striking defense de 53%. Donc le pied-point de Jairzinho, pas un haut taux de réussite et une faible défense, mais une bonne capacité à encaisser et surtout une bonne puissance dans ses frappes. Je vais enfin pouvoir te laisser parler, Brian. Je vais juste donner les codes de Paris et puis je vais te demander si tu es d'accord. Alors, on a des codes de Paris, je pense qu'on n'a jamais eu depuis qu'on fait des podcasts ensemble sur un main event. Jailton Almeida, ultra favori. 1,18, ça représente 82% de chances de gagner. Du côté de Jairzinho Rozenstruik, j'y suis de nouveau parvenu, 5,10, 18% de chances de gagner. Est-ce que selon toi, c'est logique? Est-ce que selon toi, c'est exagéré? Pour moi, c'est assez logique. Je suis parti à la toute base. J'étais en train de me dire un 80-20, c'est pas déconnant. Et après, je suis revenu un peu en arrière. Je dis non, 70-30, faut quand même. Ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Je partirais quand même plus sur un 70-30. J'expliquerai un petit peu pourquoi. Mais oui, très très favori. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi regarder quand on revient sur les 5 derniers combats, le parcours qu'ils ont eu, tu vois, avec un Jailton Almeida qui a été favori depuis le début, huge, ou heavy favori à chaque fois sur ces 4 derniers combats. Et Rozenstruik, je pense, sur ses défaites, il était toujours underdog. Et puis sa victoire, il était léger favori, je pense. Je pense que ça a été ça, tu vois. Chris Daukaus, il devait être léger favori. Et Sakai aussi. Ouais, assez proche. Donc non, pour moi, c'est pas déconnant, 80-20. Non, toi, tu en penses quoi? Alors moi, par défaut, j'ai cette règle de dire que chez les poids lourds, tu peux jamais mettre quelqu'un underdog à moins de 25%.
Donc, par défaut, quand tu es sur un 80-20, pour moi, c'est déconnant. Tu as toujours ce facteur one punch qui est omniprésent. Ouais. D'autant plus que Almeida, ben, on le voit pas spécialement sur des 5 rounds. On l'a jamais vu sur un 5 rounds, même avant de rejoindre l'UFC. Donc, il y a toujours cette petite question. Et ici, alors, je vais scinder. Quand tu regardes statistiquement, tu te dis c'est déconnant. Le 80-20, tu as l'impression que Jairzinho a une très bonne takedown defense quand tu vois 75% de takedown defense en ayant affronté des bons lutteurs. Voilà, tu te dis, enfin, en tout cas un bon lutteur, tu te dis c'est peut-être un peu exagéré, mais en fait quand tu regardes les combats et les fois où il se fait amener au sol, ouais, selon moi je suis assez en accord avec le 80-20. Maintenant, je nuance aussi, je vais jamais aller en dessous de ma règle. Donc, pour moi, c'est plutôt un 75-25. Je crois que les chemins vers la victoire pour Jailton Almeida sont très clairs. C'est imposer son jeu comme d'habitude. Et Jairzinho Rozenstruik, il va devoir compter j'aime pas dire ça parce que je déteste, mais il va devoir faire une Derrick Lewis contre Curtis Blades en quelque sorte pour l'emporter. Il doit sortir un coup de génie à un moment du combat, idéalement assez tôt dans le combat. Maintenant, sa force, c'est qu'on l'a vu mettre, pas vraiment KO, mais on l'a vu être performant dans le 5e round en termes de puissance. Ouais. Donc voilà, il peut être dangereux à chaque début de round et chaque fois que ça reste debout, il y a ce côté de danger. Mais il a un style qui est pas assez proactif pour moi que pour vraiment ennuyer Jailton Almeida. Et en plus de ça, enfin, si tu es d'accord, on va peut-être bien expliquer dans ce podcast que c'est une opposition de style. Oui, donc, on n'a pas besoin d'aller trop loin dans le détail technique parce que, en gros, c'est facile à analyser. Jailton Almeida, ça va au sol, bah, ça se transforme en 95-5, même 99-1 s'il va au sol et qu'il est en top control. Et tant que ça reste debout, c'est évidemment beaucoup plus équilibré. On n'a pas vu grand-chose de Jailton Almeida, donc on aurait tendance à dire que si Jailton n'arrive pas à l'amener au sol, bah, c'est pas que ça s'inverse, mais on aurait un Jairzinho qui deviendrait plus large favori. Et les codes de Paris, bah, on s'aligne dessus parce qu'on a l'impression qu'on sera plutôt dans une dynamique où Jailton va savoir imposer son jeu et amener ça au sol. Ouais, alors pour relativiser, moi j'étais redescendu sur plutôt du 70-30, voire du 65-35. Il y a plusieurs choses qui me font un peu relativiser et qui me permettent de redescendre un petit peu les curseurs. La première des choses, c'est que pour moi, Almeida n'a pas affronté le niveau de Rozenstruik. Ça, c'est la première des choses. Donc, on peut un peu, comment dire ça, avoir une vision entre guillemets fantasmée d'Almeida en disant qu'il est monstrueux, incroyable, mais il n'a pas eu cette opposition en face. Pas eu l'opposition contre, je sais pas moi, que Rozenstruik a pu avoir contre Curtis Blade, etc. Le deuxième élément qui m'a fait redescendre le curseur, c'est que je n'ai vu, enfin, Jailton Almeida fait exactement toujours la même chose. Et il s'est fait contrer et il s'est pris, ça c'est le deuxième, donc exactement toujours la même chose, il s'est fait contrer, ça n'a rien changé, il est revenu sur un combat, il a fait exactement les mêmes entrées. Troisième point, il s'est pris 2 défaites, dont une par KO et très rapide, très rapide, et il s'est pris un léger knockdown sur un combat à l'UFC contre machin là, comment il s'appelle, c'était qui? Ça peut pas être grand Contre monde. Abdurakimov, je crois, hein, sur son dernier combat. Hein. Je me Ouais. demande s'il n'a pas pris un, Ouais, c'est un gros overhand, c'était ça. Hein. un contre sur son front kick Ouais. là d'entrée de jeu. C'est Là. ça. Boum, ça fait mal. Et de l'autre côté, on a un Rozenstruik qui est, pour moi, même si les stats, bon voilà, les stats sont ce qu'elles sont aussi, ça va dépendre des combats. Hein. Sur un combat avec un Cyril Gane, bah, ça lui fait descendre sa statistique de précision parce que Cyril Gane est extrêmement bon pour éviter les coups, tu vois. Mais pour moi, ça reste à quelqu'un de très très précis, un très bon contreur. Et s'il a une ouverture, il touche, tu vois. Il touche et il met KO, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me fait descendre légèrement, tu vois. Et peut-être troisième élément,
ou quatrième, j'ai pas fait le compte de combien t'en as cité, mais élément à rajouter, le poids, hein, Exactement. t'auras une... Bon, on a l'impression quand même que Jelton est en train d'un peu construire son physique pour les poids lourds. J'ai pas vu de photos ou de vidéos de lui récemment, mais je serais pas surpris de le voir peut-être se rapprocher tout doucement, discrètement des 110. Je le verrais bien être à 108 pour ce combat. Euh, Maintenant, voilà, Jairzinho, c'est un vrai poids lourd. Donc, sur la durée, Jouer ça peut pour peut-être jouer en sa défaveur. Quoique, bah, une fois qu'il est au sol et qu'il est en top contrôle, je pense qu'il a un style qui est beaucoup plus économe que ses adversaires qui doivent vraiment réagir à lui. Mais les amener au sol, il les fait de manière explosive. Il utilise beaucoup d'énergie pour amener au sol. Une fois que c'est au sol, je trouve qu'il en utilise moins, mais il n'hésite pas, tu sais, à lift pour slammer, ce genre de choses. Donc, il y a un burst d'énergie qui est fait. Et face à quelqu'un qui fait potentiellement 12 kilos de plus que toi, bah, ça représente quand même une grosse dépense. Donc, si t'en fais 2, 3 et que l'autre se relève, bah, ça peut effectivement jouer sur la durée. Maintenant, en termes de force et faiblesse, du côté de Jairzinho Rozenstruik, je suis assez d'accord avec toi. Il a un bon timing sur ses contres. Il est plutôt précis sur ses contres. Et je pense que c'est pour ça que ses statistiques de précision sont assez faibles. C'est parce que euh, autant il excelle en contre, autant quand il doit engager, c'est là où il y a un manque à gagner. Et il envoie peut-être pour avoir un peu de volume et d'activité visuelle. Et ça, c'est tout le problème que j'ai avec Jairzinho. C'est que pour moi, il est beaucoup trop dans l'attente. Ça, c'est sa grosse faiblesse selon moi. Il est trop dans l'attente de combat. Il espère que ce soit son adversaire qui se frustre et qui ouvre son jeu pour pouvoir choper le contrefort. Et pourtant, moi, j'avais notifié que quand Jairzinho prend les devants, il est vraiment dangereux. Au moment où il prend les devants contre Alistair Overeem, il amène à la fin du combat. Au moment où il prend les devants contre Junior Dos Santos, il prend les devants. Et je pense qu'au moment où il met Sakai KO, c'est le seul moment où il commence à avancer et il vient trouver son ouverture. Donc il est capable de travailler sur le pied avant et il a toujours pas tiré cette leçon au cours de sa carrière d'ajouter cette notion à son jeu. Et donc ça me fait un peu peur parce que Jairzinho est typiquement le genre de combattant qui a ses compétences, son style et qui reste dedans et qui me semble pas progresser dans son approche du MMA. Il progresse en termes de compétences, comme tout le monde en soi, parce que tu continues de t'entraîner, mais il n'y a pas de progression visible dans son jeu, d'après moi. Je sais pas Ouais, ce que tu en penses. ouais, je pense, hein. Je pense effectivement. Alors, pareil, ouais, ouais, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui va rester sur ses compétences, qui ne semble pas avoir réellement de stratégie quand il vient pour combattre. Donc, c'est des éléments à prendre en compte sur ce combat-là, effectivement. Ouais. Ouais, parce que contre un Jelton Almeida, c'est justement intéressant de pouvoir peut-être chercher à le pousser, à le mettre sur le pied arrière. Quand tu fais 120 kilos, que tu es face à quelqu'un qui est peut-être un peu plus léger que toi, si tu arrives à imposer un peu ton physique, à avancer, tu risques de provoquer des tentatives d'amener au sol un peu précipitées, qui sont Mm. réactives sur un mauvais timing dans le stress. C'est là où tu vas pouvoir peut-être les défendre, peut-être les contrer. Et donc j'aimerais voir un Jairzinho qui avance dans ce combat dès le début du combat, Mm. parce que s'il vient pour rester planté comme ça, bah il va avoir un front kick qui va lui passer devant le visage. S'il le contre pas, il va lever sa garde et on va avoir un Mm. Jelton qui va shooter. Ce sera le début de la fin du premier round. S'il se fait pas finaliser, il a une chance dans le deuxième, mais Ça va voilà, être le même scénario, ouais, tout à fait. c'est ça. Ça va être tout le temps le même scénario. Et donc je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à Jairzinho, parce que comme j'ai dit, comme c'est une opposition de style, on doit pas rentrer à mort dans le détail, c'est pas spécialement intéressant pour le sujet et le contexte actuel. Oui, ben on peut peut-être revenir sur sa défense de lutte qui Oui, semble pardon, ouais. assez solide au vu des Ouais. chiffres, qui je pense est aussi faussé parce que ben, il a su défendre face à des non-lutteurs, entre guillemets, dans le sens, pour moi, Cyril Gane, c'est pas un bon lutteur, et puis comment il s'appelle, Overeem. Overeem, notre Hollandais non plus, tu vois. Donc ça lui permet de monter ses stats. Par contre, pour ce qui est des derniers combats face à des lutteurs un peu plus expérimentés, je trouve qu'il n'a pas
d'habilité, de défense de lutte, pas de, enfin voilà, c'est pas son taf. Donc il va chercher son underhook, parfois du mauvais côté. Il va mal engager son bras, il va mal travailler sur les hanches. S'il se retrouve dos au sol, on l'a vu contre Curtis Blade, il va un peu comme une tortue quand tu es sur ton dos, comme ça, tu essayes de te relever en t'asseyant et c'est beaucoup trop tard. En lutte, on a ce qu'on appelle le hip haste, ou alors pour ceux qui viennent du jiu-jitsu, quand on va faire le bridge euh, et se mettre sur les genoux, par exemple, c'est être capable, depuis la position du dos, de très rapidement se remettre sur le ventre pour faire face. C'est des réflexes qu'il n'a pas. C'est des réflexes qu'il n'a pas, et pour moi c'est très très problématique Ah, face à Almeida. Donc je le vois clairement se faire mettre au sol, ouais, sans grande difficulté par Almeida. Euh, ouais, sans grande difficulté par Almeida. ouais, j'ai aussi l'impression que genre son système défensif en lutte, c'est simplement le fait d'être un rock, tu vois. Le mec, Ouais. il a des gros appuis au sol, il est bien lourd sur ses appuis, il est bien dur, et quand t'as Mm. quelqu'un qui essaye de rentrer sur lui, bah il stuff en physiquement, pas Ouais. techniquement. Tu vois, c'est Mm. j'arrête physiquement, et alors quand il y a un blast double de Curtis Blades qui est passé sur lui parce que bah, il a essayé de prendre appui au sol et puis il s'est quand même fait balayer vers Ouais. l'arrière. Et il y a plusieurs combats, notamment contre Alistair Overeem, contre Cyril Gane, où il laisse accès à ses hanches à la cage un peu trop facilement. Ouais. Et comme tu dis, il a du mal à vraiment faire le pummeling pour relever son adversaire. Et ici, face à Almeida, je pense que, comme tu l'as très bien dit, Alistair Overeem, je trouve qu'il a des bonnes amenées au sol à partir du clinch, surtout avec des foot sweeps. Gad, c'est pas un lutteur de base, il a clairement pas le niveau de grappling offensif de Jailton Almeida. Donc je pense que si Jailton se retrouve dans ces positions-là, et si des Gad et des Overeem ont réussi à se retrouver dans ces positions-là en termes d'entrée de lutte, Mm. Jailton, bah, il va les compléter celles-là. Et je te rejoins, Jairzinho, au-delà du manque technique qu'il a en grappling défensif, il me semble pas être quelqu'un qui a non plus une explosivité de ouf au sol. Non. Clairement, il n'a pas des mouvements avec une certaine finesse et explosivité au sol. Mm. Et c'est pas un Derrick Lewis qui arrive à se relever sans que tu comprennes pourquoi, parce qu'il n'y a pas la technique, mais il y a une force surhumaine qui se relève. Donc, je Ouais. pense aussi que Jairzinho, s'il se fait amener au sol, et pour moi, c'est pas un si, c'est un quand, il va pas parvenir à se relever, et je pense que Jailson va réussir à très rapidement prendre des positions intéressantes et l'ennuyer avec du grand pound ou le menacer avec Mm. avec des soumissions. Donc, c'est pour ça, pour moi, la chance de Jairzinho aussi, c'est pas genre, on va avoir une stratégie où je parviens à défendre, on reste debout, on est dans mon monde. C'est sur les moments éphémères où c'est debout, Mm. trouver son ouverture avec une certaine proactivité. Donc, pas uniquement des contres, c'est aussi d'aller chercher cette frappe lourde qui ennuierait Jailton. Parce que là, Jailton étant un ancien light heavyweight, je sais pas quelle est sa capacité à encaisser des coups. Il a déjà été mis Ouais. KO, il a déjà été touché fort, donc il en suffit littéralement d'une. Il en Oui, suffit d'une. et puis il est extrêmement lisible puisqu'il propose toujours les mêmes débuts de combat. Donc il y a ce risque-là, hein. Ça va être une question. On va devoir le questionner sur le gameplay. Il y a un dernier point. Tu as parlé du poids. Effectivement, en striking, je pense que le poids va jouer énormément pour Rosenstruck, mais au sol, on a vu quand même donc un Almeida qui était capable de mettre son dernier adversaire, Shamil. Shamil, de le mettre facilement au sol, mais par contre, on a un Shamil qui a été capable de se relever, entre guillemets, hein. Il a Ouais. montré que, comment dire ça, il n'était pas fixé au sol par Almeida. Almeida a réussi à le contrôler en se déplaçant, un peu parce qu'il est beaucoup plus Agile. agile, voilà, exactement. Mais on a senti que la différence de poids et de force permettait à Shamil de pouvoir enfin, démarrer des levées. Tu vois ce que je veux dire? Tu parlais de Derrick Lewis qui se lève et tout en force et qui soulève et tout. Eh bien, moi, j'ai eu l'impression de voir dans cette différence de poids avec Shamil cette possibilité-là.
Par contre, voilà, on a un Almeida qui ne reste pas figé dans sa position. Il sent que l'autre se relève par la force. Il va évoluer pour prendre un dos. Il va évoluer pour une autre position. Et, et ça, enfin voilà, dans les deux cas, il a ce désavantage de poids où il pourrait voir son adversaire se relever par la force, mais il a cet avantage de vitesse et d'agilité parce que c'est un poids lourd très très léger, hein, Ouais. qui lui permet de conserver entre guillemets une position avantageuse. Ouais, c'est ça. On le remarque même à l'entraînement, hein, quand tu tournes avec quelqu'un de plus léger que toi qui est ultra agile, c'est un peu ennuyeux parce que tu n'arrives pas à prendre un Mmh. réel contrôle sur la personne, ou quand il est Mmh. au-dessus de toi, il arrive vraiment à transiter. Et donc, tu es quasi obligé de faire force contre vitesse. Et bon, de temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas. Et face à Jelton Almeida je trouve qu'il a une très bonne stabilité. Il a un bon système pour être très stable au sol et il a des bons automatismes. Donc, comme tu dis, quand il voit que il commence à perdre une position, il va préférer transiter vers une autre, Mmh. sans spécialement mettre de crochet. À un moment, je sais plus c'est dans quel combat, mais à un moment, il transite vers le dos, il met pas les crochets, et quand il voit que son adversaire, il est lent à réagir, il va mettre les crochets. Donc, il brûle pas d'étapes. C'est ça que je voulais dire. C'est pas quelqu'un Non, qui il se est très très précipite bon. spécialement au sol. Il travaille de manière séquentielle, mais il a aussi une réactivité qui fait que, je passe une position, je vois que je peux passer la deuxième, je la passe. Mais je prends un bête exemple, c'est un classique, hein. Il y en a qui, de la demi-garde, vont être trop gourmands et plutôt que passer en side, ils vont passer vers la monte et se faire retourner. Mmh. Jayton Almeida, c'est typiquement le genre de gars qui, même s'il pense pouvoir prendre la monte, il va d'abord aller vers la side et puis au moment où il est en side, si ça prend une fraction de seconde pour passer vers la monte parce qu'il sent qu'il a la stabilité pour, il va le faire. Mais il va vraiment passer par cette première étape qui est plus safe. Et Ouais. comme il a des automatismes au top, c'est tac, 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 c'est ultra rapide. Et la réalité, c'est que j'aimerais bien en parler un petit peu d'Almeida, son style, parce qu'il est très très peu C'est le moment. conventionnel il est, il est brésilien, hein, on est d'accord? Ouais. Euh, pour un Brésilien, c'est la première fois, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un Brésilien avec autant d'influence dans son jeu de lutte, d'influence. Enfin, il m'étonne réellement dans la manière de travailler. Et notamment, tu parlais de sa manière d'évoluer. Donc, les Brésiliens, avec le kimono, ont souvent, comment dire ça, un style assez flottant comme ça. Tu vois, dans leur passage, ils vont passer avec en travail de hanche, en étant assez haut sur leurs appuis, etc. Et il y a toujours cette stratégie, par exemple, garde, demi, side, knee on the belly, monte, etc. Et là, sur un de ces combats, on voit vraiment Almeida en demi-garde, une demi-garde ouverte, et il passe pas la garde tout simplement. Il passe pas, il reste en position. Il aurait pu passer, partir sur un classique, hein. Il reste dans sa position, il frappe, il frappe, il frappe. Il attend que ce soit. Donc je pense que c'est contre Chamil, que Chamil cherche à se relever pour aller dans le dos et s'installer. Et là, c'est pareil. Dans le dos, les Brésiliens vont plutôt directement tenter de passer les deux crochets parce que c'est récompensé par des points en compétition. Lui va plutôt partir sur du leg ride, donc un style vraiment plus américain. Et plutôt que de prendre ce qu'on appelle le seatbelt, la ceinture de sécurité qui est très très jiu-jitsu brésilien, lui va partir sur le Dagestani handcuff. Donc il va avoir Ouais. ses contrôles de poignet. Donc c'est plein de petits éléments comme ça qui, je trouve, améliorent vraiment son jeu. Il prend vraiment le meilleur du meilleur. Et pour autant, dans Dana White Contenders, on l'a vu se faire mettre sur son Ouais. Il dos prend en un takedown. demi-garde et être capable de recomposer avec toutes les qualités du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Recomposer, il attaque la jambe à un moment, il est quasi sur un slicer, Calf slicer. calf slicer, ce genre de choses. Et donc, il garde aussi toutes ces qualités du jiu-jitsu brésilien. Donc, je le trouve vraiment très bon, vraiment très très Ouais. bon, très précis, très patient dans son sol. Euh, Très léger sur ses appuis, bah forcément et tout, il a toujours un petit temps d'avance sur les poids lourds. Je pense que c'est aussi une des raisons de son succès. Bon, au-delà d'avoir été favori sur chacun de ses combats, mais je pense que ça va être une des raisons de son succès, c'est d'être relativement léger, plus rapide
et d'être capable d'imposer son jeu. Ça va être intéressant en termes de choix de carrière pour lui, de se positionner sur un poids où il garde ses avantages, mais où il va pas être trop mis en difficulté non plus face aux monstres de la division. Parce que là, il va commencer à rentrer dans le top 10 tout doucement s'il gagne ce combat. Ah oui, Il va commencer à prendre des mecs qui sont lourds, qui sont techniques et tout ce qui s'ensuit. Et il va devoir il va devoir mettre son curseur à un niveau intéressant. Parce que je pense que son style en prendrait un coup s'il monte à 120. Il serait pas ouais, aussi efficace. non. Mais s'il reste comme à son dernier combat à 105, je le vois pas non plus performer face au top 3, top 5 de la division en étant si léger. Donc il va devoir trouver un peu ce poids où il garde ses aptitudes physiques, de vitesse, d'agilité, mais en ayant aussi une force suffisante et un poids suffisamment lourd pour aller ennuyer le top de la division. Ça va être très, très intéressant. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, hein. Tu sens qu'il y a un peu un background jiu-jitsu, mais tu sens qu'il a fort adapté en s'inspirant aussi de techniques lutte et qu'il a tout adapté au MMA pour construire son propre jeu. Ouais. Un jeu qu'on n'a pas encore qu'on a déjà vu par le passé, mais jamais en poids lourd, je Jamais en pense. poids lourd. Jamais en poids lourd. Donc, à suivre de près, évidemment. Les stats en disent long, son palmarès en dit long. Et là, c'est cool parce que, comme je le disais, une victoire contre Jairzinho, ça le mettrait dans le top 10. Et cette division poids lourd, elle devient extrêmement intéressante. On va jamais dire non à avoir un nom supplémentaire dans le top de la division. Alors, le truc sur le fait de monter top 1, top 2, top 3, enfin de monter dans la division, ça va être, pour moi, hein, sa capacité j'ai hâte de voir le combat s'il est capable d'adapter un petit peu son début de combat. Parce que là, pour l'instant, c'est le front kick pour faire monter la garde, le shoot long, tête complètement sur le côté pour mettre à la cage. Et à la cage, soit en fonction de la hauteur de l'adversaire, soit il va dans les jambes hein, pour le double leg, donc il va bien ceinturé sous les fesses. Et si le gars est en train de défendre en tournant les hanches, il va au body lock. Donc ça fonctionne, c'est très simple. Par contre, bah voilà, je pense qu'à un moment donné, ça fait 5 fois qu'il le fait, je crois. Sur 5 mois, 6, je sais plus. C'est marrant parce que dans beaucoup de sports et maintenant même dans la vie de tous les jours, il y a cette expression qui fonctionne quasi partout, mais que moi j'aime pas utiliser en MMA. C'est on ne change pas une équipe qui gagne, tu vois. Et pour moi, ça en MMA, ça ne fonctionne pas parce que si tu fais toujours la même chose, à un moment tu vas être lu par tes adversaires et c'est à ton détriment. Ouais. Donc ici, on doit changer une équipe qui gagne. C'est important de rester un peu imprévisible pour s'assurer de continuer une ascension vers le top. Je pense pas qu'on doive partir sur du game plan ici. Je pense que Jailton Almeida, tu l'as déjà souligné, il doit peut-être un peu changer sa configuration de début de combat et imposer son jeu. Du côté de Jairzinho Rozenstruik, moi j'avais dit que là, ne pas prendre de risque, c'est le plus gros risque pour moi. C'est son style de combat habituel où il reste planté dans le sol et il met pas spécialement la pression, ça va être à son détriment, sauf s'il laisse le coup de génie de frapper. Pour moi, il doit prendre ce risque d'aller de l'avant, même si ça engage davantage le combat, pour peut-être essayer de sortir Almeida de son jeu et le mettre dans une position de zone d'effort, on va dire, même si ça paraît plus risqué, parce qu'en avançant, tu engages plus rapidement le combat. Jailton Almeida, un peu comme Khabzat, dans les 10 premières secondes, il est dans tes hanches, il cherche à être dans tes hanches, donc voilà, autant essayer de faire quelque chose de nouveau, mettre Almeida dans une position dans laquelle on ne l'a pas encore vu à l'UFC, notamment sous pression dès le début du combat. Ouais. Alors il y a peut-être effectivement pas sur le game plan, mais peut-être sur les aspects techniques où on pourrait dire, donc comme tu disais, Jailton Almeida peut-être feinter son front kick pour un Superman punch, ce genre de choses, ou partir directement avec une frappe en overhead pour aller contacter. Et de l'autre côté, Rozenstruik, je pense sincèrement que il a l'entrée favorite en takedown et j'espère qu'il l'a travaillé. Donc, on a vu un Almeida qui rentre avec sa tête sur le côté. Donc, il y a juste à mettre son bras en crossface dessus pour pouvoir contrer et partir en pas chassé en se décalant pour éviter de se faire mettre à la cage. Donc, j'espère qu'il a beaucoup drillé sur cette technique-là, qu'il se fasse pas surprendre, tu vois. Donc moi, si j'étais dans le coin de Jailton Almeida, je dirais de partir plutôt sur un overhead bien large
et puis de rentrer tête intérieure, pousser à la cage et faire son taf, tu vois, pour surprendre tout simplement. Et de l'autre côté, par contre, Rosenstruck, moi, je l'aurais vraiment fait bosser donc sur le truc général, parce que là, il n'y a pas grand-chose à. Je pense qu'il aura l'avantage, mais sa défense sur les premiers takedowns, s'il arrive à défendre, c'est pas un shoot qui est très très compliqué à défendre, hein, ce que propose Almeida. Hein. Almeida. C'est d'ailleurs une petite erreur entre guillemets de rentrer avec la tête sans trop regarder où on va, tu vois. C'est pas très compliqué, mais donc j'espère qu'il aura bien travaillé ça, parce que s'il réussit à empêcher le premier takedown, là les cartes vont être rebattues. Ouais, ton 80-20 se transforme immédiatement. Enfin, il y a 10% qui transitent d'un côté vers l'autre, je pense. Et j'aime bien ce que tu dis, puisque l'overhand, pour aller coller à la cage en mettant la tête sur le côté, ça s'éloigne de l'arme la plus à considérer du côté de Jairzinho, son crochet avant. Donc, si tu arrives à placer ton overhead avant, son crochet avant, bah, ton overhead est dans le chemin. Et en plus de ça, tu éloignes ta tête de son crochet. Donc, ce serait un shoot très, très intéressant à pouvoir placer contre Jairzinho. Et si tu es suffisamment rapide, de toute façon, ta tête passe avant le crochet. Donc, le crochet passerait largement derrière. En termes de chrono et de préférence, à mon avis, on est tous les deux alignés. Je pense que comme on est tous les deux entre 65-35 ou 70-30, je crois qu'on voit tous les deux Jelton s'imposer. Et moi, en termes de préférence, je pense que Jairzinho, il a montré ses limites dans le top. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a du sang frais, du renouveau. Donc, une victoire de Jelton, forcément, ça le met dans le top 10. Ça le met dans une position où il y aura des combats très intéressants qui m'intriguent vraiment beaucoup. Donc ça, ce serait ma préférence. Après, comme on dit toujours, hein, si tu as un Jairzinho qui arrive, qui défend les takedowns comme un malade et qui nous offre une belle préférence, on sera tous les deux très très contents. Là, de prime abord, voilà, mon prono, ça va être Almeida premier à soumettre Jairzinho, un petit étranglement arrière. Dans le premier round, je pense que je le vois vraiment imposer son jeu. Ouais, peut-être. Et ça reste ma préférence aussi. Écoute, moi ma préférence, oui, clairement, sera Almeida, uniquement s'il propose. En fait, ce qui me plairait vraiment, c'est de voir un Almeida qui adapte un petit peu. Peu importe les adaptations, là j'en ai proposé une ou deux, mais que ce soit autre chose, qui propose quelque chose d'autre. Qui nous permettent de nous dire oh, ce gars est très très bon techniquement, ce gars fait des adaptations, ce gars vient préparer pour le type d'adversaire. Et là sportivement, là ça va vraiment m'intéresser pour la suite. Il va avoir toute mon attention pour les combats suivants. S'il repropose la même chose, exactement pareil, qui passe, ça va être cool, mais on va encore avoir un petit peu ce questionnement. Est-ce qu'il est capable de mettre en place un game plan et tout? Et puis après, il y aura aussi la question des synchrones. Est-ce qu'il est capable de tenir et tout? Enfin voilà. Mais ça va jusque-là, ouais. Et donc ton prono, toi, tu t'alignes aussi sur une victoire de Almeida plutôt expéditive, ou tu vois un deuxième round se produire? Plutôt deuxième round quand même. Hein. Un deuxième round, et je pense pas un étranglement arrière. Je pense qu'on sera sur du grand end pound. On a oublié de le préciser, Almeida. Une fois qu'il transite vers le dos, c'est les deux positions qu'il privilégie, et j'aime vraiment beaucoup. C'est que soit il prend le dos, soit il prend la monte, et il passe de l'un à l'autre, et les deux ont autant de valeur pour lui, dans le sens il sait qu'il peut obtenir son finish depuis la monte, il sait qu'il peut obtenir son finish depuis le dos. Donc je le vois plutôt chercher le grand end pound et obtenir son arrêt de l'arbitre, parce qu'il aime bien regarder l'arbitre quand il tape pour d'arrêter le combat. Je le vois comme ça. Ok, on a finalement réussi à en parler pendant 40 minutes. Je ne m'y attendais pas. On va très rapidement passer au travers de la carte et rapidement dire pourquoi les combats qui nous intéressent. Donc en co-main event, on a Anthony Smith contre Johnny Walker. C'est pas un combat qui m'intéresse d'un point de vue sportif, même si la division reste constamment ouverte chez les light heavyweight. Après, ça reste un combat qui peut être sympa. On avait un Johnny Walker qui a eu
un gros creux dans sa carrière parce que on a voulu le transformer de combattant qui réfléchit pas du tout à un combattant qui réfléchit beaucoup trop. Ouais, Et ouais, je ouais. trouve que dans sa dernière sortie, on a trouvé peut-être le juste milieu. Donc par rapport à ça, je suis assez intéressé. Et Anthony Smith, ça reste quelqu'un qui est assez souvent dans des combats intéressants. C'est un Mhm. combattant qui pour moi est assez cérébral, qui est capable d'offrir de belles choses debout comme au sol. Il est assez généreux. Donc pour moi, ça va être un combat qui sera chouette à Fun, ouais. regarder si on se met vraiment en mode ok, tu sais quoi, je chill, je regarde pas trop les stratégies et tout ce qui s'ensuit, mais je regarde plutôt le fun des actions. Ouais, 100% d'accord avec toi. Ça va être un combat assez fun et moi j'ai hâte de voir un petit peu si John Kavanagh a réussi à trouver la bonne alchimie avec Johnny Walker entre sa folie, enfin son, tu vois, de Ouais, sa partir folie, c'est le bon mot. ouais, Ouais. dans le combat et la capacité de pouvoir quand même emporter le combat. Tu vois ce que je veux dire? Un Ouais. peu d'intelligence dedans. Donc ça, Ouais. c'est vraiment mon attente. Alors, juste avant ça, on a Yann Gary contre Daniel Rodriguez. Ça, c'est un Mhm. combat qui, personnellement, m'intéresse beaucoup parce que j'ai une appréciation pour Yann Gary, que ce soit à titre dans sa carrière, mais on le connaît assez bien puisqu'on l'a croisé plus d'une fois au Cage Warriors. C'est quelqu'un de très, très, très sympathique en dehors de la cage. Mhm. Un gros talent qui a une très bonne compréhension du MMA. Techniquement, il est assez complet. Néanmoins, moi, il m'impressionnait de ouf au Cage Warriors et j'ai l'impression que quasi chacune de ses victoires à l'UFC, t'es chaque fois là, genre, Ouh, c'est pas passé ouais, loin de se ça, perdre, hein. voilà, c'est ça, ça Mhm. c'est pas passé loin. Il se fait, dans son premier combat, il se fait quand même bien toucher. Dans son tout dernier combat, il se fait extrêmement bien toucher alors qu'il est ultra favori. Mhm. Alors, tant que ça marche, il y a rien à dire, tu vois. Le mec, il continue son ascension et Ouais. ses victoires. Mais après, en fait, après chacun de ces combats, je suis dans l'espoir que, d'un point de vue management, on lui dise, bon, écoute, mec, t'es jeune, t'as pas beaucoup de kilométrage MMA, on a vu que tu as besoin de progresser pour vraiment t'installer dans le niveau UFC. On va te conserver pendant un certain temps. En plus, il est jeune papa, donc je crois que ça rentre aussi en jeu. Et là, j'ai peur que Daniel Rodriguez soit peut-être trop gros test trop tôt dans sa carrière. S'il le bat, franchement, incroyable. Et c'est ce que je lui souhaite parce que je serai derrière lui. Mais là, je crains que ce soit légèrement trop tôt. Ouais, bah écoute, en même temps, tu peux pas être heavy, huge favori pendant 5 combats d'affilée. Tu vois, le gars il vient d'arriver. Et je Bah, crois là, qu'il a été enfin protégé entre guillemets, tu vois, mais sur tous ses combats, il était ultra favori, tu vois. Là, il est encore favori hein, sur le papier, mais ah ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder ici. modéré, favori modéré, moins Ah 240 j'ai waouh. sur Tapo. Et, Ok. mais avant, il était à moins 700, moins 800 quasiment. Ah Et ouais, contre Gabe, 1.38 et Rodriguez 3.05. ouais, tu Ouais, vois, c'est... et depuis son début, il est toujours ultra favori, tu vois. Et moi, j'attends ce combat-là. Je t'avoue que je trouve que ouais, il a pris des knockdowns. Il est passé à côté de la défaite à plusieurs reprises euh, sur des combats où tout le monde le voyait l'emporter. Je pense qu'il y a vraiment un problème enfin un problème. Je sais pas si c'est son menton ou sa défense, mais je crois qu'il oublie qu'il y a quelqu'un dans la cage en fait. Je Mais pense, je pense ouais. que c'est un combattant qui fantasme un peu enfin entre guillemets ses combats et qui oublie qu'en face ça peut taper, tu vois. Et donc Ouais. il avance comme ça, il espère faire son petit in and out rentrée, ça fonctionne bien, il est très très bon, mais je crois qu'à un moment donné il va devoir être beaucoup plus prudent, beaucoup plus Ben, prudent. c'est ça qui est bizarre, c'est que après c'est peut-être une question juste de niveau, mais après il est quand même passé par Jack Grant au Cage Warriors. Je trouvais qu'il était bien plus en contrôle dans ses combats au Cage Warriors et sur ses débuts à l'UFC, j'ai l'impression qu'il était simplement pris par ses émotions parce qu'il est arrivé à l'UFC avec une certaine hype. On l'a Ouais, directement mis sur un gros pay-per-view au mais Madison ouais, Square Garden. Donc tu passes, ben, t'étais là hein, à cet événement-là. Donc, tu passes ouais. d'une trilogie Cage Warriors où il n'y a pas du tout de public à 6 mois plus tard un Madison Square Garden assez haut sur la prelims. C'est pour Euh, ça, c'est pour ça que je te parle de fantasme un petit peu, ouais, je suis devenu un peu invincible, je suis le futur, de toute façon ça va passer. Et clairement, hein, ça passe, hein.
Mais Ouais, je crois qu'à un moment donné, ouais, la réalité risque de. J'espère sincèrement comme toi qu'il va arriver les pieds sur terre, euh, les pieds bien sur terre, qui va être défensivement bien responsable et qui va être très très concentré, qui va pas espérer le résultat avant d'avoir fait le taf. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais je pense que ça va être Euh, compliqué, ouais. et bon, pour avancer, Hmm. je crois que là, on va peut-être citer les noms qui restent. Ouais, On a Tim Means contre Alex Morono, violence garantie, je ouais, pense, ça va être surtout chouette avec ça. Tim Means. Ouais. On a Matt Brown, violence assurée aussi, contre Kurt Contre Maggie, McGee, ça qui c'est les combats pourrait. vraiment fun. Ouais. Ouais. Cody Stamann est sur la classe contre Douglas Silva de Andrade, sympa Ça aussi. aussi c'est fun. Hulberg contre Potiera Ria, c'est pas dans le haut du classement, mais ça devrait être assez fun, assez divertissant. Mhm, mhm. Euh, Mandy Bomb, que nous on connaît assez bien. Ouh, et Brian Battle contre Gabe Ouais, Green. c'est celui-là que j'avais Ça, aussi c'est noté, ouais, sympa. dans les Ça, combats c'est qui manquent. très sympa. Ah oui, Brian Battle contre Gabe Green, Mhm, mhm. je l'aime bien celui-là pour le fun. Non, 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 je pense que la carte est sportivement peut-être pas ce qu'attendent les puristes ou les fans qui veulent vraiment le haut du classement, mais en tout cas, en termes de fun et de combats sympas, on est servi, quoi. On est Tout à fait. vraiment servi. Et ça va être cool. Et on a perdu par contre Dern, je vois ça, là. Ouais, Mackenzie Dern, c'est annulé. Ah. Enfin voilà, donc c'est une carte qui va être assez sympathique, je pense. Très sympathique même à regarder. Nickel. Hâte de pouvoir faire le débrief de tout ça dimanche avec Ouais, toi. Et bah écoute, Brian, tout grand merci pour ton temps, pour ton expertise, comme merci à toi. d'habitude. On se retrouve dans quelques instants pour analyser le Bellator. Ça Merci à tous va, d'avoir super. suivi. Le petit like, le petit commentaire. Comme vous savez, on lit toujours, on est toujours super intéressé par vos avis. On essaye de répondre de temps en temps. Ça devient de plus en plus compliqué parce que merci à vous. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à regarder et à commenter. Et vous Ciao, prenez ciao. aussi, hein. Ciao.